C'est une initiative qui est née de la volonté de Brains Agency d'accompagner ses clients et ses partenaires enseignement supérieur, puisque nous sommes spécialisés dans l'enseignement supérieur et la recherche. J'ai rejoint l'agence il y a un peu plus d'1 an maintenant et j'ai le bonheur d'en avoir pris la direction. Et je tiens à vous remercier tous, puisque votre secteur est passionnant. Et au-delà de ça, même perturbant dans le sens qu'il vous pousse à être créatif, puisque vous proposez un produit qui n'est pas comme les autres, c'est de l'accompagnement de jeunes ou de cadres, vous les accompagnez dans leur montée en compétences, et c'est assez formidable, mais vous êtes aussi confrontés à de nouvelles problématiques, tant en termes, je dirais, de communication, de consommation média ou même de contenu, puisque vous ne s'adressez plus aujourd'hui de la même façon à ces jeunes ou à ces cadres ou à leurs parents qu'il y a quelques années. Donc pourquoi l'inspiration? Pourquoi trouver l'inspiration? Puisqu'on pense chez Brains que cela passe par une ouverture d'esprit, celle que vous proposez à vos étudiants finalement, en observant ce que pratiquent d'autres secteurs, c'est ce qui permet justement d'avancer. Donc ce soir, nous avons 3 intervenants de premier plan, sans les faire rougir, qui vont partager avec nous leurs bonnes pratiques, leur retour d'expérience et aussi les problématiques qui peuvent être similaires aux vôtres. Donc je vais faire bref et on va directement commencer avec Morgane Boucher, qui sera le premier à nous apporter quelques éléments de réponse. Donc je vais juste vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc Morgane Boucher est directeur digital Content et Innovation chez Orange, donc Content Division. Vous êtes aujourd'hui en charge de la réalité virtuelle, du marketing, de l'innovation, des contenus aussi, et vous êtes également professeur à Sciences Po depuis 2012. Vous êtes conseiller pour le CLINU et conseiller pour Saga Startup Montréal sur le secteur IoT. Ce qu'il est intéressant de voir aujourd'hui sur le thème que nous allons aborder, c'est notamment un aspect très focusé sur l'aspect contenu et réalité virtuelle. Donc je vous laisse la parole. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour partager un peu mon expérience et mes projets sur les contenus et l'innovation. Donc en effet, je dirige un petit département d'innovation au sein du groupe Orange dans la division des contenus. Division qui a pour mission d'acquérir les droits de programmes que l'on va distribuer à nos clients, et ce partout dans le monde. On gère aussi le marketing, les plateformes, la technologie, pour arriver à développer et distribuer les services pour nos clients, surtout les écrans. La problématique des contenus par rapport aux technologies et aux nouveaux usages, elle est essentielle de se poser les bonnes questions, puisqu'on voit qu'avec l'arrivée de l'Internet, avec les nouveaux comportements, notamment chez les plus jeunes, tout doit être réinventé. On est passé d'une télévision complètement linéaire à des usages multi-écrans et cross-média, transmédia, etc. Donc il y a un enjeu de se poser des questions. En tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est posé, de se dire quel type de contenu on doit proposer à nos clients qui sont jeunes et moins jeunes, qui ont développé des nouveaux comportements, des nouveaux usages, qui ne sont plus attentifs comme ils l'étaient il y a quelques années. Ils sont un peu perturbés et détournés de l'écran principal dans le cadre des médias et de la télévision. Donc quel type de contenu on doit proposer? Ils sont sur second écran, ils ont un cerveau qui n'est pas complètement disponible à 100% lorsqu'ils font 2 choses à la fois, voire même des fois 3 choses à la fois. Ils tweetent, ils sont sur Facebook, ils regardent la série, ils regardent une émission, ils partagent, des fois ils commentent. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Aussi avec cette notion de comment on peut répondre et épouser ces nouveaux besoins, ces attentes, puisqu'on voit que la notion d'engagement est un terme qui est plus employé aujourd'hui dans le monde de la communication, de la pub, pour essayer de comprendre comment on peut engager un public qui est de plus en plus moins attentif. Et donc, le contenu, est-ce qu'il est bien adapté, est-ce qu'il est bien écrit pour pouvoir répondre à ces nouveaux usages. Et donc voilà, c'est ce genre de projet qu'on expérimente chez Orange.
Donc ça se traduit par des expérimentations, par des projets des fois que l'on lance en mode bêta et puis qu'on jette parce que ça ne correspond pas aux besoins. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur les expériences autour des companion apps. Donc c'est des applications compagnons qui vont venir accompagner une série. Parce qu'on a vu que sur des grosses séries phares américaines il y avait un besoin de partager cette expérience d'une série ou d'un programme télévisuel avec son réseau. Et donc on a développé une application qui allait, donc c'est l'application Game of Thrones, donc c'est une série assez populaire, et qui va écouter le programme et qui va augmenter l'expérience narrative sur le smartphone. Donc en gros, on a sa série qui se déroule, et puis comme la série est assez complexe à suivre, il y a plein de personnages, plein de lieux un peu différents, l'application va à des moments clés pousser un contenu spécifique, donc une expérience design qui soit vraiment complètement complémentaire et qui épouse complètement le programme et son univers pour engager le public, le faire en sorte qu'il en ressorte nourri et qu'il comprenne encore mieux toute la dynamique de l'histoire de Game of Thrones. Et c'est aussi un outil qui va lui permettre de le relier à son monde social, son compte Facebook, son compte Twitter, etc., Snapchat, puisqu'on permet cette passerelle aussi vers ces réseaux sociaux. Donc ce sont des expériences que l'on mène pour essayer de comprendre et alors déjà d'apprendre, déjà parce qu'on apprend beaucoup en testant ce genre de choses, et puis on essaie de répondre à des besoins que l'on constate de plus en plus, puisqu'on voit de plus en plus d'analyses qui montrent que chez les plus jeunes, c'est 18-24 ans, notamment aux États-Unis, il y a des usages qui nous amènent à dire que la consommation de médias en une journée dépasse 24 heures, tellement on empile les informations et les médias ensemble. C'est-à-dire qu'on voit l'usage TV qui se paralyse avec un usage tablette, plus smartphone, radio, enfin on n'en finit plus, et sauf qu'à un moment donné, le cerveau ne peut plus du tout assimiler tous ces contenus. Donc il y a peut-être un enjeu créatif d'écriture pour essayer de repenser de la manière dont on raconte ces histoires pour que ces histoires puissent véhiculer assez habilement et de manière assez légère sur ces différents écrans que l'on utilise tous les jours. Alors peut-être pas dans la télévision, mais quoique. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le transmédia. Donc c'est une thématique que j'enseigne donc à Sciences Po et aussi à l'ESG. Et donc on prépare les étudiants qui sont plutôt dans une approche soit management de projet autour du monde média et audiovisuel, à assimiler ces nouvelles pratiques, ces nouveaux comportements dans leur manière dont ils vont manager des équipes projets dans le futur. Donc là, c'est sur du management, mais ça peut aussi s'adapter à la production, à la réalisation, à l'écriture, parce que du coup, tout ça est aligné. Et ça embarque aussi, bien sûr, des problématiques d'organisation et de méthode de travail, puisque tous ces nouveaux projets, ces nouveaux concepts amènent aussi leur lot de méthodologies pour travailler ensemble en pool d'auteurs, avec des organisations beaucoup plus restreintes. Et donc, voilà, on leur enseigne aussi ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un focus sur un sujet qui est extrêmement, je ne vais pas dire la mode, mais dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la réalité virtuelle. Donc, si tu veux, voilà. Donc, juste pour introduction, donc la réalité virtuelle, donc c'est pas un sujet très récent, en fait, ça remonte déjà aux années 90. Mais ce qu'on pense, c'est que la réalité virtuelle va profondément changer la manière dont on va consommer, on va vivre les histoires et les contes. Donc c'est une technologie donc, dans les années 90. On pense qu'avec tout l'engouement et tous les investissements qui ont été faits récemment, ça va peut-être donner une chance à cette technologie d'émerger vraiment. On voit qu'il y a de gros investissements, je citerai le premier, le plus important, qui est Facebook, qui a racheté Oculus Rift en 2014 pour 2 milliards de dollars. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à suivre, et on voit aussi que d'autres constructeurs et d'autres acteurs ont suivi ce mouvement. Ça va bien sûr apporter des choses complémentaires, des choses nouvelles, très disruptives pour le monde des médias, mais pas que. On voit plein d'autres industries qui vont être impactées par cette nouvelle technologie. La formation, l'éducation, puisqu'on va pouvoir imaginer des formations à distance bien sûr, mais immersives, et de recréer des salles virtuelles, propres, qui peuvent être virtuelles ou non, puisqu'on voit qu'on peut mixer du réel dans du virtuel, j'y reviendrai.
Et donc voilà, plusieurs industries qui vont être impactées par cette technologie. Bien sûr, le jeu vidéo va être la première industrie qui va trouver son écho dans cet écosystème-là. Mais tout reste à réinventer. On parle de nouvelles grammaires en termes de création, parce que c'est vraiment une nouvelle technologie, parce qu'on n'est plus dans un cadre, il n'y a pas de cadre pour nous délimiter au niveau de l'histoire. L'auteur, le réalisateur, il a du coup champ libre, parce qu'il est à 360 degrés. Donc c'est intéressant, mais c'est aussi très contraignant, parce qu'il doit repenser l'écriture, et donc cette écriture, c'est une nouvelle grammaire qu'il faut inventer, et on pense que le jeu a une vraie avance pour prendre le sujet à bras le corps. Et puis juste un élément de chiffre qui est parce que c'est Goldman Sachs qui le dit, mais je n'y attendrai pas trop parce qu'on ne sait pas la part de réel là-dedans, mais qui estime que le marché de la réalité virtuelle sera autour de 110 milliards en 2025, ce qui dépasserait le marché de la télévision en 2025. Donc c'est qu'il voit vraiment ce marché comme quelque chose qui est assez prometteur. Juste un peu de théorie en introduction. Donc ça c'est la Hype Cycle de Gartner, qui est un cabinet qui édite cette courbe-là tous les ans. Donc là c'est une courbe de 2015, ils n'ont pas encore édité la nouvelle, mais qui montre un petit peu la maturité des technologies. Parce qu'on a vu vous êtes forcément pensé à la 3D quand on parle de réalité virtuelle, ce qui est quelque chose de complètement différent. Et en fait, ce qu'on voit dans cette courbe, c'est la maturité de la technologie. Donc, elle a un cycle, et donc son cycle de hype, ou le pic, qui est tout là-haut, où là, on voit des objets, par exemple, ou les wearables. Et puis, on voit en bas la réalité virtuelle qui arrive au plateau. Donc, le plateau, c'est la fin du hype. On va dire qu'elle a passé son effet de mode, et qu'elle arrive sur un plateau, et donc, on peut estimer qu'elle va toucher le grand public. Donc là, elle est dans cette configuration où elle peut arriver d'ici à 5 ans pour toucher le grand public. Donc c'est assez intéressant de voir cette courbe-là. Donc il y a plein de domaines qui sont listés. Et puis il y a un autre domaine qui est extrêmement lié à la réalité virtuelle, qui est la réalité augmentée. Quelque chose de différent. Je vais juste faire un élément de langage de 2 secondes. Donc la réalité virtuelle, on se projette dans un monde virtuel, alors que la réalité augmentée, c'est une superposition de notre réel qui va être augmenté par des notions virtuelles. Donc c'est comme si vous passiez votre iPhone sur un magazine et que vous avez des informations complémentaires qui viennent en surimpression de votre réel. Donc ce sont deux choses différentes, même si les deux technologies à terme vont probablement fusionner, et on parle de mixed reality, donc de réalité mixte, où les deux technos fusionneraient. Et donc on voit la réalité augmentée qui est encore dans cette courbe de hype, qui est en fin du hype, donc avant la réalité virtuelle, et donc ce qui nous laisse entendre que la réalité augmentée arrivera que bien après la réalité virtuelle. Mais les deux devraient fusionner à terme. Juste encore rapidement quelques éléments de chiffres. Donc on parle d'un marché qui serait bien sûr drivé par les contenus, mais pas que, qui est aujourd'hui estimé à 30 milliards, donc c'est des sommes qui sont colossales. Donc à 2020 c'est demain. Donc est-ce que voilà, le niveau de vérité là-dedans, on le verra plus tard, mais en tout cas c'est important de voir que différents cabinets qui s'intéressent à ces sujets-là sont tous plus ou moins alignés sur des montants qui sont aussi importants que cela, donc 30 milliards, 50 milliards même pour certains. Un élément aussi important donc, sur la partie, dans la partie contenu, on voit que la partie jeu prend une part importante de cet écosystème-là, et qu'on a d'autres sujets comme tout ce qui est film, parc à thème et tout ce qui est niche. Donc, alors pourquoi niche? Parce qu'en fait, dans ces projets de réalité virtuelle, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion de tester, mais on ne va pas dupliquer un film dans un casque. C'est pas du tout ça l'objet. L'objet, c'est de dire que c'est une nouvelle œuvre. Et donc, on ne va pas rester 1 heure ou même 1 heure et demie, encore moins, avec son casque, toutes les problématiques de santé que ça peut occasionner. Mais on est tous sur des expériences qui sont entre 10 et 20-25 minutes et qui vont présenter des expériences. On parle beaucoup d'expériences. On parle beaucoup d'expériences digitales, de user experience dans le monde du web. Là, c'est vraiment l'expérience, c'est l'ensemble qui est une expérience. Et donc, c'est un format, c'est une œuvre. Et donc, on voit se tramer donc, des expériences qui sont reliées à des programmes de cinéma ou de séries ou de jeux
ou même pour des musées, qui vont proposer une expérience complémentaire à ce qu'on peut vivre dans le réel, au cinéma, à la télévision, etc. Donc ce sont des objets qui à la fois participent à la promotion d'une œuvre classique, donc au cinéma ou dans des lieux où on diffuse des programmes, des contenus, mais c'est aussi un objet qui va permettre la continuité de l'expérience. Donc ce n'est pas la duplication du contenu, mais c'est bien une continuité de ce qu'on aura vécu au cinéma ou à la télévision. Et sachant qu'on peut y rentrer soit avant le programme qu'on regarde au cinéma ou après. Donc il y a une vraie richesse de narration, et c'est comme ça qu'Hollywood voit les choses. Ils envoient leurs showrunners en formation pour essayer de penser à cette nouvelle grammaire et comment ils vont devoir construire et raconter ces histoires dans cette expérience qui est 360. Et bien sûr avec une finalité de vendre des programmes, bien évidemment, pour développer leur business. En termes d'écosystème, donc là c'est intéressant. Donc on a d'une part Oculus, donc l'acteur qui a été racheté par Facebook. À la base c'est un projet Kickstarter. Le petit gars dans son garage il demandait $200 000 et au final il est arrivé à 2 millions, du coup les 2 ou 20 millions, je ne sais plus. Bref, ça a été vu par Mark Zuckerberg, qui a dit ok, toi je te rachète, hop, 2 milliards. Et donc c'est un projet Kickstarter à la base. On a aussi HTC, donc les constructeurs de mobiles, qui s'est lancé dans l'aventure, qui propose aussi son propre casque. Samsung et Sony. Donc ils ont des typologies un peu différentes. Oculus, donc c'est un casque qui se relie à un PC. Donc le processing, c'est le PC qui l'amène. HTC également. La différence d'Oculus, c'est que HTC, en fait, on est aussi équipé de manettes et qu'on a des détecteurs dans notre pièce, dans notre salon, qui vont nous modéliser et donc qui vont nous repérer dans l'espace. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir évoluer dans le jeu ou dans le programme. Ça va pouvoir se lever comme ça et marcher et interagir avec des objets virtuels dans ces expériences-là. Donc ça, c'est des expériences qui sont assez abouties et extrêmement bluffantes, et donc qui laissent aussi entrevoir plein de choses dans plein d'autres domaines. Samsung, donc, qui est donc, le constructeur de mobiles. Donc là, on est sur un casque qui n'est pas relié à un PC, mais qui est relié au mobile. Donc en fait, c'est un objet en plastique dans lequel on vient fixer son Samsung 6 ou 7, et donc qui lance un portail qui est celui-là. Et enfin Sony, qui va être relié à la PS4, donc la console de jeu. Et voilà, donc en gros les trois, Samsung, Oculus, HTC, ils sont déjà lancés. Alors, ils sont en sold out, ils n'ont pas du tout, ils sont en pénurie de matériel, et on pense qu'ils vont vraiment arriver pour Noël 2016. Et Sony qui va lancer son casque pour octobre 2016, donc ils visent tous Noël de fin d'année. Donc on est sur des expériences extrêmement abouties. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que chacun de ces constructeurs-là redéveloppe son propre environnement d'expérience client. C'est-à-dire qu'on est sur des shops qui sont dédiés à chaque constructeur. Donc on a son casque Sony, son casque Samsung, et à chaque fois on arrive dans l'environnement de la marque qui va proposer une expérience de navigation. Alors déjà, à ce niveau-là, c'est très intéressant et important de penser à la navigation, parce que du coup, on est là aussi en 360, donc on ne peut pas juste poser une création web dans cet environnement. On va repenser complètement la navigation et l'expérience client, puisqu'on est complètement, je le rappelle, immergé avec le son, qui est aussi très important, qui représente 50% d'immersion. Donc on est vraiment coupé du monde. Moi, ma première expérience de réalité virtuelle, c'était aux États-Unis il y a 2 ans, et j'ai eu l'impression de me couper du monde pendant 10 minutes. Et au point même que lorsque j'ai enlevé le casque, entre le moment où je suis rentré et le moment où j'ai enlevé mon casque, il n'y avait pas personne qui était arrivé derrière moi, et alors que j'étais arrivé, j'étais seul. Et donc il y a vraiment cette notion de je me coupe du monde, je m'évade, et je vais loin dans un autre univers. Donc voilà, tous développent leur propre environnement, et puis on sait que Google et Apple travaillent dessus. Donc Google a annoncé il y a quelque chose il y a une semaine où ils vont redévelopper tout un OS dédié. Donc voilà, c'est un OS dédié à la réalité virtuelle. Donc il y aura plusieurs terminaux qui seront compatibles et qui permettront d'arriver sur des stores de ce type-là dans des casques. Et puis Apple, dont on sait qu'ils travaillent dessus, ils ont beaucoup recruté, ils ont acheté des sociétés, mais on pense qu'ils n'arriveront pas avant un an, voire plus. Donc en termes de contenu, ça laisse du coup la place à des nouveaux talents, des nouveaux producteurs, des nouveaux créateurs. Donc là c'est Verse, donc VRSE, qui
c'est une société américaine qui est portée par Chris Milk, et donc il développe des expériences, des programmes pour ce type de casque-là. Alors, pas pour un type de casque en particulier, mais sur tous les casques du marché, du futur marché, quand ça sera vraiment lancé à la fin de l'année. Et il développe des programmes. Alors là, on est beaucoup sur des choses qui sont autour de reportages. Ils ont fait une opération, un deal avec le New York Times, où en fait le New York Times a vraiment pris le virage du digital à 200%. Ils ont bien vu la baisse de vente du magazine papier, ils ont travaillé sur le digital en proposant des formules en ligne, avec une application, etc. Et là, ils vont un cran plus loin, ils vont même jusqu'à distribuer pour leurs abonnés, donc ils ont 1 million d'abonnés, je crois, dans lequel ils vont insérer, ils ont inséré la première fois un cardboard. Le cardboard, c'est la version 0 des casques de réalité virtuelle. C'est fait par Google, c'est un bout de carton qui est plié. Et lorsqu'on le déplie, donc il y a des lentilles qui sont à l'intérieur. Et puis on va clipser son mobile dedans, n'importe quel mobile dedans. Et puis on va avoir une première expérience de réalité virtuelle. Alors c'est pas l'expérience qu'on peut l'avoir sur les autres casques qui sont beaucoup plus élaborés, mais déjà on a une expérience qui est nouvelle, intéressante, 360, et qui nous procure déjà des premières émotions. Et là, on reliait ça donc à la ligne éditoriale du magazine, du journal, pardon, et ils vont développer, augmenter l'expérience papier vers cette expérience virtuelle avec un reportage relié à l'actualité qu'ils ont développé sur le papier. Donc ils ont un vrai... j'ai assisté à des conférences du patron du journal et c'est assez impressionnant de voir cet engagement dans ce sujet-là, vraiment d'aborder le digital de manière aussi disruptive, parce qu'il y a plein de choses à faire sur le digital, et là c'est vraiment la version très élaborée. Et donc voilà, des nouveaux studios qui développent leur propre environnement, leur propre store, qui vont essayer de se faire distribuer par des tiers, donc par les Samsung, par les HTC, et pour proposer leur contenu, toujours dans un modèle payant, un peu comme ce qu'on a sur les stores. Dans les applications, on va installer des applications gratuites ou payantes. Là, c'est à peu près le même schéma, sauf que comme on est sur des expériences qui sont extrêmement basées sur l'émotion et le côté un peu cocon, on ne peut pas avoir des listes et des listes d'applications installées. Donc il y a une notion d'expérience, de navigation extrêmement fluide, extrêmement bien organisée. Et donc c'est un enjeu d'expérience design et d'expérience client extrêmement important. Ce qu'on a fait, donc, nous, ça fait. Donc, moi, j'ai eu le déclic il y a 2 ans quand j'ai fait mon premier test. On a fait les premières choses chez Orange. La première chose qu'on a faite, c'est une captation autour d'une exposition qui a eu lieu à Paris en septembre dernier, qui était l'exposition de Game of Thrones. Donc, OCS, qui est notre chaîne premium, a les droits exclusifs de HBO donc, en France. On a la chance d'avoir exploité Game of Thrones. Et donc, on a eu la chance de pouvoir accompagner l'exposition Game of Thrones à Paris. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé capter l'exposition. Donc c'était à Paris, et puis nos clients ils sont partout, ils sont en Pologne, en Espagne, à Marseille, à Lyon, etc. Et donc on est allé, donc on a capté d'une part l'exposition, et puis on a prévu donc des casques démo dans différentes boutiques d'Orange partout en France pour proposer aux clients à distance, qui n'ont pas la chance d'être à Paris, de vivre l'exposition depuis une boutique Orange. Et donc ce qui permettait aussi de vivre une expérience nouvelle pour nos clients et donc de découvrir l'exposition. Ensuite, on a travaillé sur d'imaginer ce qu'on pouvait faire avec OCS. On avait des super marques, on avait des super programmes. Donc on a commencé à construire une expérience autour d'une sorte de cinéma un peu virtuel dans lequel on s'installerait et puis on pourrait lancer des contenus, alors là pour le coup en 2D, donc une salle virtuelle qui lancerait la projection. Et donc on a expérimenté ça. Et là on est, donc la scène d'après, on est un cran plus loin, où c'est une petite vidéo qui essaie de traduire au mieux ce qu'on vivrait dans un casque, mais bien sûr c'est à plat, et puis voilà. Donc en fait, c'est un salon virtuel qu'on a recréé qui s'habille et qui change de design en fonction de ce qu'on va regarder à l'écran. Donc par exemple, quand on regarde Game of Thrones, tout d'un coup on est dans une ambiance médiévale, le salon se skin dans une ambiance médiévale,
À l'inverse, quand c'est Walking Dead, bah, c'est plutôt ambiance zombie, etc. Et donc on s'est un peu amusé à jouer avec les codes du jeu vidéo, des séries, du cinéma pour essayer d'expérimenter des choses dans ce sens-là. Sachant qu'on a là du contenu 2D, donc à plat, qui est projeté sur un écran géant, dans un monde immersif, avec le son qui est extrêmement important, puisque là on peut recréer du son 5.1, puisqu'on est avec un casque audio, et donc on a vraiment une expérience d'immersion totale. Et voilà, c'est un produit qu'on a expérimenté il y a quelques mois, qu'on devrait lancer en mode bêta cet été pour les abonnés ECS, et pour commencer aussi à appréhender ce marché-là, qui est voilà, le niveau zéro de la réactivité, puisqu'on est sur le contenu de. Donc Netflix c'est la même chose, d'autres acteurs aux États-Unis qui ne sont pas présents en France font également de même. Et donc ça c'est la première étape sur la réactivation. Dans un autre temps, vu que le sujet est extrêmement intéressant, alors juste en aparté, mais c'est pas accessoire, ce type de technologie suppose beaucoup de processing et suppose aussi beaucoup de bandes passantes. Donc pour un opérateur télécom, forcément ça lui parle, et donc de savoir que ce type de contenu peut émerger demain et que les réseaux vont devoir être assez puissants pour répondre à ces comportements, voilà, c'est intéressant pour les opérateurs de creuser ça. Et donc du coup le groupe a investi dans une start-up américaine fin 2015, en décembre 2015, qui s'appelle Weaver, et donc qui est basée à Los Angeles, qui est une start-up qui a développé une plateforme pour distribuer des contenus, surtout les casques, de manière agnostique des différents casques, et qui est aussi un studio qui produit des contenus pour Hollywood, et donc qui permet d'adresser les différents casques. Alors, là j'ai parlé beaucoup de contenu, mais en fait, il y a plein d'autres domaines qui sont concernés. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais là, c'est pas ma casquette orange, mais à titre personnel, j'ai lancé avec quelques amis un think tank en France sur la réalité virtuelle, qui a pour objet de fédérer les talents, les startups, les développeurs, pour essayer d'être plus forts ensemble. Et bien sûr, on a surreprésentation du monde des médias et des contenus, mais on a aussi des chercheurs, des gens de la médecine, des gens de l'éducation qui essaient de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire de cette technologie-là. Et donc bien évidemment, l'éducation, on a beaucoup parlé des MOOC, donc ces cours en ligne. Là, l'étape d'après des cours en ligne, dans ce monde virtuel, on imagine très bien ce qu'on pourrait proposer pour des universités, pour des écoles, à différents niveaux, pour expérimenter les choses. Donc c'est extrêmement intéressant de suivre ça. C'est un marché qui est pas trop dans mon domaine, mais qui m'intéresse, donc je le suis, et il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites en France, mais aussi beaucoup aux États-Unis, pour essayer d'imaginer des universités complètement virtuelles. Au passage, je vous parle d'une référence de lecture qui est Ready Player One, qui est un livre autour de ça en fait, et qui devrait être adapté en 2018 par Steven Spielberg. Et 2018 devrait logiquement sonner le top départ du marché. Et donc, et dedans, en lisant ce livre, déjà on voit un peu ce que sera probablement l'expérience immersive dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'échange, de la communication interpersonnelle, puisque c'est en gros notre vie du réel est complétée par des expériences où on va s'échapper comme ça pendant quelques heures dans un monde virtuel où on va avoir plein d'aventures. Téléprésence, donc voilà, là aussi, gros sujet, pouvoir, donc on connaissait Skype, c'est quoi le futur de Skype? Le Skype, demain, c'est dans un casque, on se verra vraiment. Cet après-midi, j'ai eu une démonstration d'une start-up américaine qui travaille sur la réalité augmentée, et donc qui permet donc, de voir les avatars de son réseau d'amis devant soi, on peut se tourner autour, on peut passer d'une conversation à une autre. Et donc voilà, le futur de la communication interpersonnelle va arriver aussi dans ce cadre-là, et c'est assez excitant. Là, ça fait longtemps qu'on parle de murs de présence, dans le monde des télécoms, on peut se parler, se voir vraiment à l'échelle. Là, on est vraiment projeté dans un monde virtuel, mais avec nos vrais amis, notre vrai réseau. Le domaine des expériences sociales, alors, qui est extrêmement important, parce qu'en fait, souvent quand on parle d'intellectuel, on dit ouais, mais okay, c'est super, mais je me coupe du monde, qu'est-ce que je vais faire le soir chez moi, ma femme, mes enfants, mon mari,
Donc il y a le fait de resocialiser cette expérience va être extrêmement importante, même si à un moment donné, donc je vous disais, la réalité augmentée va fusionner avec la réalité virtuelle, et donc dans la réalité augmentée, les casques sont peut-être un peu moins enfermants, ils sont un peu plus ouverts, parce qu'ils devront laisser passer le réel, et le casque amènera la couche de surimpression du virtuel. Mais toujours est-il que le social est extrêmement important, donc comment je resocialise cette expérience qui, a priori, m'enferme lorsque je regarde mon expérience de contenu, pour faire en sorte d'être avec mes amis, avec ma famille, dans une expérience que je partage. Et donc, et vous devez aussi vous souvenir de Second Life, qui est ce réseau immersif parallèle, qui ne s'est jamais arrêté. Ils ont beaucoup licencié, mais en fait, ils ont gardé 50% des équipes. Et en fait, j'ai appris que c'était un business qui était extrêmement rentable et qui continuait, et qui va encore plus continuer, puisque du coup, ils vont revenir au devant de la scène, parce que là, pour le coup, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et si Facebook a racheté Oculus Rift, c'est probablement pour aller toucher ce genre d'expérience-là. Parce que là, pour le coup, autant dans Second Life, on n'avait pas d'amis, on était seuls, on était nus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était nus, il fallait acheter des fringues et tout ça. Là, dans Facebook, on a déjà nos réseaux, nos amis, les contenus de nos amis, il se passe plein de choses. Donc, projeter ça dans un monde virtuel, voilà, c'est, je pense, une direction que mène Facebook, avec toute la couche de communication, bien évidemment, de discussion, qui est aussi clé là-dedans, de se sentir bien, d'être dans un monde complètement fermé. On va avoir envie de passer du temps et de parler, d'échanger. Voilà, donc, sujet important. Très rapidement, marketing d'expérience, donc on voit toutes les marques aujourd'hui qui essaient de faire des actions parce que ça fait un peu le buzz et que c'est cool. Donc c'est bien, ça évangélise et ça montre que potentiellement il y a un marché demain pour tous ces domaines-là, mais ça reste des expériences marketing pour l'effet waouh, puisque aujourd'hui le marché n'est pas lancé, il n'existe pas. On espère que ce sera pour fin 2016, mais voilà, c'est vraiment de l'effet waouh très ponctuel pour divertir dans une boutique, dans un lieu, pour animer un événement. Sujet extrêmement aussi judicieux et curieux, de se projeter dans une expérience de boutique. J'ai la startup Cleaver, on vous a montré des démos où ils expérimentent des choses dans ce sens. Donc imaginez-vous chez Ikea, et vous pouvez, alors pas d'un clic, parce que du coup le clic, la souris a disparu, c'est tout fait pas du regard, mais de la direction de la tête. On a un petit pointeur qui va venir cliquer sur une zone, et donc si une table, une chaise, on va pouvoir remplir son panier du regard en se baladant dans des boutiques. Donc je parle d'Ikea, mais pour le luxe aussi, il y a beaucoup de choses à distance, des choses qui sont inaccessibles, les boutiques qui sont loin, les musées qui sont loin, donc voilà, une expérience aussi assez intéressante de ce côté-là. Et puis il y a tout un autre problème qu'il va falloir résoudre, tout ce qui est d'essayer de comprendre ce que fait le client et de ce qu'il regarde, parce qu'au final, donc, on est bien en 360 degrés, on ne sait pas où le regard va être porté, et donc il y a des enjeux d'analyser le comportement et de qu'est-ce qui attire l'attention. Alors bien sûr, pour tout ce qui est marque, pour la pub, de savoir qu'on est sur l'environnement 360 et que en fait, moi je regarde que le projecteur là, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, et que la plante ne m'intéresse pas du tout. Donc pour les annonceurs, c'est des choses extrêmement pertinentes à faire remonter, qui plus est en temps réel, pour pouvoir éventuellement adapter la pub qui va être à côté au même moment. Voilà, donc des enjeux extrêmement importants qui parlent beaucoup aux agences. Des problématiques assez globales autour de l'acceptance, donc de problématiques éthiques qu'on peut. Donc ça c'est un sujet qui est extrêmement lourd et important de travailler. Alors je ne suis pas du tout expert de ce sujet-là, mais donc au sein du think tank, on a lancé différents collèges de réflexion pour essayer de réfléchir à toutes ces problématiques éthiques. Puisque c'est vrai qu'à un moment donné, on peut être mieux et plus confortable dans ce monde virtuel. Donc il y a des risques pour les plus jeunes notamment. Il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça. Sachant qu'on a un casque, on est coupé du monde, les parents ne voient pas ce qu'on regarde. Enfin, il y a plein de problématiques, plein de questions qui se posent par rapport à ça. Et donc on compte aussi beaucoup sur les chercheurs et sur les universitaires pour
nous accompagner au sein du think tank pour essayer d'alimenter, de réfléchir à ces problématiques-là qui sont très importantes. Dans cette continuité, puisqu'il y en a une, donc notre prochaine intervenante est Barbara Guérin. Barbara est donc une personne qui est en charge de l'aspect marketing et communication du groupe Pierre et Vacances Central Park. Et là où ce qui est intéressant, et c'est là où je parle de continuité, c'est qu'après le contenu, il est intéressant aussi de voir les stratégies qu'on peut adopter pour les diffuser et répondre à ces objectifs. Donc, je vais essayer de vous apporter mon témoignage qui est peut-être un peu plus concret sur des problématiques un peu opérationnelles et effectivement les enjeux qu'on a pour un groupe comme nous sur le digital. Donc, moi, je m'occupe en fait au sein du groupe Pierre et Vacances Center Parks de tout le marketing digital et de la stratégie e-commerce, donc tout ce qui est lié à l'animation des sites internet, à toute l'acquisition de trafic, toutes les campagnes de communication digitale et les développements que ce soit sur mobile, tablette, etc. Et ce pour donc Pierre et Vacances qui est présent donc, à travers plus de 300 résidences. On a des résidences en France et maintenant beaucoup à l'étranger puisqu'on se développe à l'international. On a des résidences qu'on a ouvertes en partenariat donc à l'île Maurice, en Croatie, beaucoup en Espagne, en Italie, donc on a cet aspect international. Et Center Parks où on a une vingtaine de parcs en Europe. Donc on en a 5 en France, on en a 10 aux Pays-Bas, on en a 4 en Allemagne et on en a plusieurs en Belgique, avec une autre marque aussi en Belgique qui s'appelle Sun Parks, qui est un Center Parks un petit peu plus bas de gamme, on va dire. Et donc on a beaucoup de clients français du Nord qui vont aussi dans ce type de parc puisque la proximité géographique est assez intéressante. Donc nous l'enjeu pour se différencier dans le tourisme et dans le digital qui est un secteur quand même très mature puisque le tourisme est un des premiers secteurs qui a beaucoup investi le digital, notamment avec les compagnies aériennes, les comparateurs de prix où les gens effectivement peuvent comparer très rapidement et très facilement leurs vacances. Émerger dans ce secteur, c'est pas que c'est difficile, mais effectivement, il y a énormément de concurrence aujourd'hui. Et nous, nos concurrents, nos producteurs, puisque effectivement, on vend en direct nos résidences, et moi, je m'occupe de la partie directe, mais on vend aussi au travers des agences de voyage, au travers de ventes privées, au travers de comités d'entreprise, sur nos call centers, on a beaucoup de points de vente. Et nos enjeux, c'est de faire face à une concurrence qui est de plus en plus diffuse, puisqu'on va avoir sur la location de vacances notamment des concurrents qui sont le site aussi, des sites comme Airbnb, Abritel, Hotels, etc. Et donc le développement de la vente privée de voyage. Là, nous, pour le coup, on vend aussi nos produits, mais je vais y venir, on a fait qu'on se différencie par rapport à ça. Et on va avoir des gens qui louent entre eux, qui louent sur d'autres résidences concurrentes ou sur des produits similaires, que sont Delandral, Clubmed, Odalis ou des marques comme ça. Donc l'enjeu pour nous, aujourd'hui, c'est d'avoir une stratégie affirmée sur nos marques qui sont très fortes. Donc à chaque fois, je vais faire une différence quand même entre Pierre et Vacances et Center Parks où on a des problématiques très différentes. Je vais peut-être commencer par Pierre et Vacances. Parce que Pierre et Vacances, on est plus sur un marketing de distribution de destination, un marketing de destination. Center Parks, on est sur une marque assez unique sur le marché, donc c'est assez différent. Et donc sur Pierre et Vacances, on va faire face à des gens, nous on s'adresse sur le web à des gens qui sont en recherche de vacances et ils vont pouvoir aller soit sur des comparateurs de prix, soit avoir vu une publicité en display, avoir demandé à leurs amis sur Facebook est-ce que vous avez un bon plan pour vos vacances. Et nous l'enjeu c'est d'être présent le plus possible sur tous les canaux, parce qu'il faut savoir que les gens visitent entre 10 et 14 sites en moyenne, ils mettent un mois et demi, je pense que vous avez tous l'expérience quand vous réservez des vacances. Vous avez d'abord l'idée de destination qui doit germer, vous en parlez autour de vous, puis après vous allez comparer énormément sur tous les sites. Et l'enjeu pour nous, c'est d'être, pour les destinations qu'on couvre et les cibles qu'on couvre qui sont très importantes, donc c'est les familles avec enfants, notre cible prioritaire, c'est d'être présent dans le plus de points de contact possible. Donc on va, pour Pierre et Vacances, avoir un canal majoritaire d'acquisition qui reste aujourd'hui le search marketing, même si on essaye de réduire les investissements qu'on a dans sponsorisé sur Google, ça reste de loin le premier canal d'investissement. Le référencement naturel, bien sûr, qu'on travaille beaucoup. Après, on va être présent sur les comparateurs de prix, mais l'enjeu pour nous, c'est quand même sur la marque d'avoir une communication sur le display et sur la vidéo, donc pour la problématique du contenu,
avec des contenus qui expliquent vraiment nos produits. Et des contenus de plus en plus dédiés et ciblés pour nos cibles, puisque, comme je disais, les familles restent notre cible prioritaire pour Pierre et Vacances, mais après on a des produits tellement différents entre un client qui va dans un produit milieu de gamme, entrée de gamme sur l'été, sur la côte, et un client qui va en premium au ski, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes paniers moyens, selon la période les prix varient beaucoup aussi. Donc on a des plans médias, display qui sont maintenant majoritairement en achat programmatique, en RTB, donc time leasing, plus que des plans médias qui étaient comme avant, on disait on va investir X euros sur les voyages ou sur le féminin. Maintenant on va acheter plus de la data et des profils qui nous intéressent. L'enjeu effectivement c'est de pouvoir du coup avoir des messages plus personnalisés en fonction de nos cibles et d'être plus en fil rouge tout au long de l'année. Alors on a toujours des campagnes qui sont effectivement majoritaires pour la préparation de l'hiver, la préparation de l'été, mais après on vend du week-end entre les deux, puis il y a des gens qui les réservent plus ou moins à l'avance, plus ou moins en dernière minute. Donc on essaie de s'adapter au mieux via le programmatique. Facebook est aussi aujourd'hui un canal très intéressant pour nous, puisqu'on a des ciblages qui sont très très intéressants, puisqu'on peut vraiment cibler les personnes de manière très granulaire. Et aujourd'hui, on fait de plus en plus aussi de vidéos, puisque pour en revenir à l'importance du contenu, quand on réserve ses vacances, on a quand même besoin d'être inspiré. Alors il y a le contenu vraiment campagne de communication qui va relayer une campagne. Là en ce moment, on est en télé sur Pierre et Vacances, donc on essaye de toucher les gens qu'on n'a pas en télé et d'avoir vraiment une stratégie marketing 360. Puisque là je parle du web, mais aujourd'hui on investit encore massivement sur les deux marques en TV, puisque ça reste un canal très puissant. Et du coup sur la vidéo, l'enjeu c'est d'avoir un relais sur des formats plus courts qui se partagent mieux quand on est sur du YouTube TrueView par exemple, donc voilà, intéressant, les gens veulent les bulles, on essaie de faire ces adaptations. Et après on a beaucoup de contenu vidéo, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. Puisque les gens ils vont aujourd'hui de plus en plus aller sur YouTube pour aussi s'informer sur la destination. Donc on essaye de travailler différents types de contenus. Au stade de la recherche en amont, s'ils vont travailler la destination, essayer de remonter sur les requêtes autour des destinations, en montrant des vidéos de nos produits, mais également sur des thématiques. Ça c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, qui n'est pas encore aujourd'hui forcément bien fait, c'est de se dire, répondre aussi à des problématiques de contenu annexe, par exemple, qu'est-ce que je peux faire au ski si je n'ai pas envie de skier, ou comment occuper mes enfants au bord de la mer, voilà. Donc ça on le faisait sur nos blogs et on le faisait, vraiment ça évolue, sur des pages dédiées, mais on essaye de le faire de plus en plus en vidéo aujourd'hui. Et donc sur Center Parcs, la problématique elle est un petit peu différente, puisque comme je le disais, on est sur un produit unique. Alors, on a quand même de la concurrence parce que si on veut partir, on est majoritairement en France sur la consommation de week-end. Si on veut partir pour un week-end à proximité, effectivement, Center Parcs c'est un produit unique puisque vous êtes dans un cottage avec un concept. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sont consommateurs de Center Parcs, mais un concept où vous êtes au milieu de la nature, mais avec beaucoup d'activités à consommer. Et l'enjeu pour nous, c'est qu'on a un fort taux de notoriété, mais il y a des gens qui pensent encore que Center Parcs est sous une bulle entièrement, puisqu'il y a des pubs il y a des années, mais qui ne penseraient pas forcément aller à Center Parcs. Voilà. Donc l'écart entre la notoriété et la considération est assez important. Donc l'enjeu pour nous, c'est de mieux communiquer auprès des gens sur qu'est-ce que c'est Center Parcs. Et on est moins du coup sur du search marketing, parce qu'effectivement, on a 5 parcs qui sont dans des endroits très très isolés, donc en Sologne, près de Poitiers, puis on a un en Picardie et un autre près de la Normandie. Donc c'est moins des destinations qu'on va rechercher spontanément. Donc là on est plus sur un canal d'acquisition display et vidéo, où on va vraiment essayer de raconter le produit et faire aussi beaucoup de content, donc et montrer la richesse des activités et la richesse du concept. En ce moment, on a aussi une opération qu'on fait avec Bully, puisque les enfants sont très prescripteurs et c'est des cibles très intéressantes pour nous. Johan, l'animateur phare, est allé filmer des vidéos sur les différentes activités. Ensuite, on relaie ces vidéos chez eux, et puis après, on fait des jeux concours pour que les enfants sur Bully puissent jouer. Et donc, ça nous fait aussi de la génération de lead pour Center Parcs. Et sur Center Parcs, le display est encore plus poussé que sur Pierre et Vacances, où là,
on est obligé d'avoir une approche très très géographique, puisque par exemple, avec nos outils, on essaye de ne pas trop acheter de l'espace dans des régions dans le sud ou en Corse par exemple, puisque si on recherche un week-end, voilà, ça va faire un petit peu loin, donc on a des stratégies très ciblées. Et l'enjeu, c'est vraiment donc, sur les pages d'arrivée de bien travailler le concept de bout en bout. Alors nous, on a vraiment essayé de beaucoup progresser sur l'analyse, puisque nous, les analyses après de ces campagnes sont clés. On nous demande souvent, mais comment est-ce que vous mesurez les résultats de vos investissements sur le display? Alors c'est une très grande question. Aujourd'hui, on essaie d'aller plus vers des KPI de qualité que sont le taux de visibilité, parce que quand vous achetez beaucoup en programmatique, la question c'est où est-ce que je suis, comment les internautes nous ont vus, et de regarder effectivement les résultats qu'on a par les différentes cibles que j'ai décrits. Alors il y a les cibles avec famille qui sont très importantes pour Center Parcs, mais il y a aussi d'autres cibles comme les seniors qui partent hors saison, donc qui partent ce qu'on appelle en midweek, des groupes de jeunes qui peuvent partir pour un week-end, pour un enterrement de garçon, quoi que ce soit. Et du coup, on analyse bien ces cibles. Alors, en display, effectivement, je pense que les gens ne cliquent pas forcément tout de suite sur les bannières, donc on a construit ce qu'on appelle des modèles d'acquisition pour voir au bout de combien de temps ils reviennent. Et du coup, on n'est plus sur un modèle qu'on appelle last click, mais on regarde vraiment la contribution de chaque levier et surtout du display sur les autres leviers. Donc, c'est un enjeu très fort pour nous aujourd'hui. Et ce qu'on travaille beaucoup, et un des autres enjeux forts dans nos stratégies d'acquisition, c'est bien sûr le mobile, puisqu'on a dans la plupart des pays que j'opère, donc que ce soit en Hollande, en Allemagne, en Belgique et en France, on a près de 50% de notre trafic, et plus même dans certains pays, qui se fait en mobile et tablette. Donc l'enjeu, c'est de penser cette approche donc, de manière pas décousu, mais aujourd'hui c'est très difficile puisqu'on avait des sites mobiles et des sites desktop. Et donc on va aller de plus en plus vers du responsive design pour essayer de ne pas effectivement avoir de coupure entre les informations qui peuvent être disponibles sur un site différent qui était moins inspirant, et toujours pour améliorer le contenu et défendre la marque. Sur le mobile, la problématique c'est qu'effectivement les gens vont être dans une situation de mobilité ou pas, parce que beaucoup l'utilisent chez eux, même sur leur canapé, parce qu'ils sont de plus en plus faits même par rapport aux tablettes. Et l'enjeu, c'est de mesurer l'impact de nos investissements. Quand je parlais de Facebook tout à l'heure, aujourd'hui, une grosse partie se fait sur le mobile. Une grosse partie des gens y vont, mais ils vont plus être en phase de recherche d'informations. Après, ils vont voir, comme je vous disais, visiter beaucoup d'autres sites et retourner, souvent acheter sur le desktop, parce que la différence de taux de conversion qu'on a entre le mobile et le desktop est encore très très fort aujourd'hui. Et donc l'enjeu, c'est toujours dans le mix média qu'on opère de se dire oui, il faut aller sur le mobile, mais je mesure un peu mon retour sur investissement, donc on va un peu en arrière par rapport à avant de mesurer tout. Et donc voilà, on le fait en essayant justement d'avoir des stratégies par rapport à notre CRM, de voir combien sont connectés et d'essayer d'avoir l'impact, de mesurer mieux l'impact de cet investissement sur le mobile. Un des autres enjeux qu'on a, c'est le fait que, pour le coup, pour Pierre et Vacances, donc nous, on est une marque qui est distribuée sur d'autres sites. Et le vrai enjeu pour nous, c'est que quand la personne elle a visité notre site, elle soit retargetée donc avec nos produits de manière intelligente, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah oui, je suis retargetée 40 fois une fois que j'ai visité le site, mais d'autant plus pour un produit comme le nôtre où on est nous producteur et qui peut se retrouver chez d'autres distributeurs, c'est important d'avoir un retargeting intelligent. Alors on essaye de plus en plus de faire des ponts aussi avec notre base client pour se dire s'il est déjà client, est-ce que je vais le retoucher une fois, deux fois, de ne pas avoir des diffusion trop large, si je le retargetais par email, ne pas le retargeter en display, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Et ce qu'on essaye de travailler beaucoup aussi, c'est le retargeting d'un canal sur l'autre, c'est-à-dire qu'il a fait une recherche sur Google, le retargeter s'il est dans une phase très en amont, ce qu'on appelle du funnel, de le retargeter avec un contenu un peu plus riche sur une vidéo quand il va aller sur Google, donc avec un contenu produit parce qu'il a fait une recherche avant. C'est tout ce qui s'appelle le programme RLSA avec Google. On travaille beaucoup aussi pour retargeter différents search. Et aujourd'hui,
ça, c'est très important pour nous, mais un des enjeux, et notamment sur les investissements qu'on a à Criteo, c'est toujours de mesurer l'impact qu'on aurait eu. Voilà, est-ce que je dois retargeter la personne? Est-ce qu'elle serait venue d'elle-même? Ça, c'est une grande question auxquelles beaucoup de marketeurs ont du mal à répondre. Et un des autres enjeux qu'on va avoir aussi sur la partie digitale, c'est que les gens comparent de plus en plus et avant d'acheter, ils vont bien évidemment regarder les avis clients. Donc là, il y a beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on gère ça. Est-ce qu'on met les avis sur notre site? Est-ce qu'on ne les met pas? Puisque forcément, quand on met les avis, il faut avoir du positif et du négatif. Donc aujourd'hui, on a mis les avis clients dans l'objectif de TripAdvisor sur le Pierre et Vacances. L'objectif, c'est qu'effectivement, on se dit qu'ils vont de toute façon les lire, et donc autant avoir les gens qui restent chez nous. Donc on essaye d'avoir un contenu le plus pertinent possible et d'éviter d'avoir des gens qui vont sur d'autres sites comparer. Ensuite, pour en revenir et pour faire le point à ce que vous disait sur l'importance du contenu, nous aujourd'hui, donc on a des équipes qui sont dédiées au contenu, au shooting photo et aux vidéos sur parc. C'est vraiment quelque chose qui est stratégique pour nous, puisque quand on parle de taux de conversion, donc pour les sites transactionnels comme nous qui font des centaines de millions d'euros par an, le moindre changement donc, sur le taux de conversion donc, est très important. Et on sait que la photo, les vidéos, c'est très très important, mais c'est quelque chose qu'on ne mesure pas en soi. Parce que quand on va améliorer la qualité d'une photo, on ne peut pas dire faire des vitesses très poussées, mais voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous et pour lequel on fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, du coup, on essaye aussi de développer de plus en plus les réalités virtuelles. Alors, on en a fait une première pour le parc Bois-Audin qu'on a ouvert chez Center Parcs l'année dernière, où du coup, on peut le voir de manière virtuelle. Et puis, on va développer aussi des Google Cardboard d'autres parcs. Puisque ça, pour le coup, on l'a mesuré. On voit que les gens visitent beaucoup et passent beaucoup de temps quand ils cliquent sur les réalités virtuelles. Donc c'est un axe stratégique fort chez nous aussi. Un autre point donc, qui est très très important, c'est en fait la personnalisation du site. Donc je disais tout à l'heure qu'effectivement on a des cibles qui sont différentes et qu'on opère en médias. Aujourd'hui, ce qu'on travaille beaucoup, c'est aussi, donc, comme je dis, on est dans les régions différentes et en Allemagne, on va avoir des clients qui sont frontaliers qui vont aller dans notre parc, par exemple, Trois-Forêts. L'enjeu, c'est d'avoir une offre la plus personnalisée possible pour les clients en fonction de leur origine géographique. Donc, par exemple, quelqu'un qui habite à Trois-Forêts, près de Trois-Forêts, je vais lui pousser une offre là où je market une offre qui est plus près de sa région. Quelqu'un qui revient sur le site, je vais essayer de sauver au maximum les recherches en fonction de sa cible. De la cible qu'il représente. Et aujourd'hui, effectivement, la personnalisation par utilisateur, elle est clé pour avoir quelque chose qui intéresse le client, parce qu'on jongle toujours entre le besoin de faire des promos, parce que on a beaucoup de promos, et le besoin d'inspirer et d'être le plus pertinent possible, parce que quand je suis venue 2 fois visiter un Pierre et Vacances, voilà, je m'attends à ce qu'on propose une offre similaire, donc c'est ça un enjeu fort chez nous aujourd'hui. On fait également beaucoup d'A/B tests pour ce genre de choses et voir quel est l'impact justement de la personnalisation. Cette média qui est depuis 1999, ce que je devrais dire, un expert du digital, un expert en acquisition, fidélisation, B2B, B2C, B2B2C, et aujourd'hui à la tête du CRM et du digital chez BNP Paribas Cardiff. Vous allez peut-être préciser cela. Ouais. Donc je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai beaucoup de saisons en digital. J'ai fait agence, j'ai fait de l'agence, j'ai fait de start-up, j'ai cofondé une agence de marketing digital spécialisée en acquisition. J'ai travaillé pour des gros comptes comme 3 Suisse, Intermarché, les filiales de Rocher. Et donc j'ai pris le virage de l'assurance et de l'annonceur en même temps il y a 6 ans en allant chez Malakoff Mail pour créer toute la partie e-commerce, la partie CRM online et la partie social media. Et donc effectivement depuis quelques mois je suis arrivé dans l'équipe BNP Paribas Cardiff. Alors BNP Paribas Cardiff c'est la division assurance de BNP Paribas.
Et donc moi je suis à je suis dans l'équipe corporate et je suis là pour développer en fait dans les 36 pays à la fois les opportunités business digital et aussi d'expérience client. Le focus que je voulais peut-être échanger avec vous aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'expérience client, l'acceptation générale. L'expérience client, c'est un peu une auberge espagnole, maintenant c'est un peu un buzzword, tout le monde en parle. Donc tout le monde a son acceptation. Pour moi, en fait, c'est juste la somme des interactions finalement qui a une marque avec un client donné. Et effectivement, ça a différents niveaux en fait, de cette relation. Donc, en amont, avec la partie considération, au moment de la conversion, notamment sur la partie digitale, et puis après, c'est là où ça commence, sur la partie effectivement après-vente, et avec une dimension assez forte, notamment sur la partie assurance, puisque finalement, contrairement à d'autres secteurs, finalement, la vente, c'est juste le début, c'est pas la fin, parce que finalement, le client a acheté pour voir et maintenant il va voir, il attend d'avoir besoin de son salaire ou pas, il souhaite ne pas avoir besoin. En tout cas, s'il en a besoin, il faut que tout soit excellent. Il attend rien de moins que l'excellence. Et donc il y a vraiment une logique très forte dans cette dimension-là. Donc je pense qu'en fait, on parle d'un client digitalisé. Pour moi, il n'y a pas vraiment de client digitalisé. C'est juste un client qui va finalement se saisir de nouveaux axes et de nouveaux outils pour rentrer en relation avec la marque. Il a plus de facilité maintenant à le faire, mais il n'y a pas vraiment de clients digitalisés. Il y a une somme finalement de clients qui vont avoir des besoins différents, et on a des clients qui vont avoir plus d'affinité avec tel et tel canal de contact. On va avoir aussi un même client qui, en fonction des heures de la journée, va avoir en fait un besoin différent. Il va pouvoir avoir besoin de réassurance fort, il va avoir besoin peut-être de se rendre en boutique, d'avoir quelqu'un au téléphone. Peut-être qu'à des moments, il ne pourra pas être au téléphone, donc il serait content d'avoir un chat à disposition pour pouvoir échanger. Ou alors, en fait, il n'a pas le temps, mais il préfère un canal asynchrone comme l'email. Enfin, ce qu'on veut dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de client digital, il y a juste en fait une somme d'interactions digitales qui vient de se rajouter sur une couche d'interaction qui était déjà existante. Et je pense qu'en fait, l'expérience client, c'est déjà de savoir déjà mesurer les attentes des clients. Donc ça, c'est vraiment très important, que ça veut dire mettre en place des indicateurs pour pouvoir à chaque niveau de la chaîne dont j'ai parlé avoir une vue sur finalement est-ce que le client est satisfait de l'interaction à court terme, mais finalement d'essayer de se comprendre aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, il y a maintenant pas mal d'indicateurs et pas mal d'outils qui nous permettent justement de tester en temps réel le feedback des clients et d'avoir des verbatims, enfin d'avoir des choses concrètes, ce qui vont nous permettre d'activer, de comprendre. Et ça va bien au-delà de juste construire en fait un parcours online. Alors j'ai un exemple assez intéressant, c'est que à un moment on avait développé la partie self-care. On s'est dit c'est super les espaces clients, il faut vraiment y aller un maximum parce que finalement c'est génial. Le client est content parce qu'on lui donne de nouveaux outils, de nouveaux moyens en fait, d'avoir accès à des informations et de rentrer en contact avec nous. Et en plus c'est génial parce que nous c'est des gains de productivité parce qu'il ne va pas appeler le call center et donc du coup ça va être super. La problématique de l'espace client, c'est qu'il faut que, là aussi, l'expérience qui est fournie dans cet espace client soit à la hauteur. C'est-à-dire que le client a une question qui est parfois complexe, et il faut qu'il y ait un niveau de réponse qui soit déjà satisfaisant. Et surtout, après, une fois que le client a fait sa demande, il faut qu'il y ait une visibilité. Et ça, c'est très souvent absent. On ne voit pas, c'est vraiment une lacune qu'on voit encore dans beaucoup d'espaces clients, c'est que le client lance une bouteille à la mer et puis après, il n'a pas de visibilité. Et donc, que fait un client qui n'a pas de visibilité? Il devient anxieux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Au bout de 2 jours, il va commencer à appeler. Et donc, du coup, finalement, au lieu de gagner de la productivité, on va en perdre parce que finalement, on se rend compte que, et là, c'est grâce aussi à une exploration de la donnée, des data et de croiser en fait tous les flux relationnels, on se rend compte que finalement, si on n'a pas bien placé le curseur de l'expérience client, ça peut détruire de la valeur à la fois sur l'expérience de la satisfaction client, mais aussi sur la productivité. Donc là, la complexité, elle est là, surtout que la partie vraiment en relation client, on a parlé d'acquisition, je ne vais pas remettre le focus là-dessus, mais la partie fidélisation est au moins aussi importante. Enfin, on dit souvent qu'un client, finalement, qu'on reconquiert et avec qui on fait une vente, c'est 7 fois moins cher qu'un client qu'on est obligé d'acquérir.
Et en fait, du coup, souvent derrière, il n'y a pas la juste moyen mis à disposition finalement pour garantir cette expérience client en termes notamment des canaux de relation client. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'organisations, et malheureusement en France, on est encore dans une vision finalement, un canal de relation client, c'est de la prévente, et donc c'est un centre de coût. D'où c'est un centre de coût, donc on va faire le minimum, et puis souvent on va externaliser, et puis ça va être très bien, et donc du coup on n'a pas besoin de plus. Alors qu'en fait, et là on va vraiment sur l'exemple américain, c'est là où tout commence, et finalement c'est là où tout est à construire. Et c'est là où le client peut être fidélisé, parce que, surtout notamment, comme on dit en France, il ne faut pas grand-chose pour créer un effet waouh. Il faut juste pouvoir déjà donner à minima ce que le client est venu chercher, et peut-être lui donner un peu plus, peut-être lui donner une expérience qu'il n'attendait pas. Et à contrario, par contre, si on ne satisfait pas son besoin basique, là on a un gros problème. Je reprends souvent cet exemple en fait, d'une chambre d'hôtel. Il y a souvent en fait, des logiques comme ça de dosage en fait, de ce qu'on va pouvoir donner au client pour essayer de créer le fameux effet wow que tout le monde essaie de donner. Mais l'exemple d'une chambre d'hôtel est assez drôle parce que finalement on peut se dire bon, super, je me mets à la place qui a la vacances, je me dis si je veux que mon client soit vraiment content, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il soit content? Je sais pas, est-ce que je vais lui envoyer de Noël, je vais lui mettre une petite bouteille de champagne, je vais lui mettre des bonbons, enfin comme on peut de l'hôtel. Mais in fine, si on a une problématique de toilettes qui ne sont pas propres, ce genre de choses, le bonbon, la bouteille de champagne, ils sont tous oubliés parce qu'on n'a vraiment pas répondu aux besoins fondamentaux. Et je pense que ça, c'est vraiment très important dans ce qu'on peut déployer. Et je le disais d'autant plus en assurance, où finalement, il y a de la défiance. On voit qu'on est dans une marque, on est dans un secteur d'activité qui n'est pas aspirationnel. Donc construire de la relation avec le client, construire de l'affinité, ça se fait dans la douleur. Ça se fait dans la douleur parce que souvent, ça se fait au moment où le client, justement, a un sinistre ou un problème. Et là, comme je le disais, il a des besoins, et même si administrativement, on lui a donné satisfaction, il est dans une détresse souvent, et il a besoin d'empathie. Et ça, c'est ça qui est compliqué, et qu'on peut donner ce niveau-là. C'est là où on peut justement tourner un client mécontent en carrément un ambassadeur. Dire vraiment, ils m'ont dépatouillé, ils m'ont vraiment résolu le problème, et ils ont su me donner des plus. Et c'est ça qu'on essaye de créer. Et donc, là, il y a deux dimensions du jeu actuel, c'est développer effectivement des opportunités de business digital dans certains pays, et puis on se pose des questions sur développer des nouveaux produits, mais basés sur l'expérience client des clients finaux. Et sachant, comme tu disais, tu parlais de B2B2C, nous on est une boîte qui est très B2B2C, on est à travers des distributeurs, alors bien évidemment avec le groupe, mais avec des gros partenaires mondiaux comme Carrefour, Renault, et souvent en fait, on a une complexité justement à se mettre dans la peau du client final. Parce que finalement, c'est pas nous qui distribuons nos produits. Et là, il y a tout un travail qu'on est en train de développer pour aller au-delà de cette dimension. Et donc, comme je disais, ça part d'essayer de mettre en place tous les indicateurs pour bien prendre la température du client, voir en fait dans un parcours finalement là où il y a eu des irritants et s'attaquer à des choses très fonctionnelles, très basiques, sans vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Je pense qu'il ça se fait, voilà, c'est un process d'itération, c'est un process qui se construit dans la durée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement fidéliser le client et mettre en place éventuellement des mécaniques mécanique relationnelle. Mais c'est tout bête, c'est un welcome process. Quand le client s'inscrit, on va lui rappeler ce pourquoi il a souscrit, parce que finalement, là encore une fois, nous on n'est pas dans une logique de love brand. Donc quand il y a un achat, voilà, c'est un achat obligatoire, on n'a pas le choix, et puis ou alors c'est parce que vraiment. Donc il n'y a pas d'investissement. Il y a peut-être un peu d'investissement dans le sens où souvent c'est un peu onéreux, donc on cherche un peu, on regarde, mais finalement on le fait parce qu'on est obligé, mais finalement il n'y a pas d'investissement. Donc déjà c'est finalement travailler tout le process et montrer qu'en fait on a fait le bon choix. Et après ça veut dire aussi essayer de trouver en fait des moyens de contact qui sont un peu originaux. Je l'avais fait notamment chez Malakoff Médéric, où on se posait la question d'aller ou pas sur les médias sociaux. Donc ça c'était il y a 6 ans. Je disais, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas des coups à prendre? Et en fait, c'est sur ce biais d'expérience client qu'on a réussi à trouver en fait, un moyen, puisque Malakoff Médéric avait deux métiers, donc la partie retraite et la partie assurance. On disait finalement, on est une marque qui est encore jeune, puisque c'est une fusion qui datait de 2008, Malakoff Médéric, et il y avait encore une marque à créer, une marque à développer, et donc de ce fait-là, les gens ne connaissaient pas les métiers, il n'y avait pas d'attribution, connaissaient mal ce qu'on faisait. On s'est dit, non seulement on va
montrer ce qu'on fait, mais on va permettre au client d'accéder à un service gratuit qui va lui donner vraiment un service à valeur ajoutée. Donc on a créé en fait des experts en fait, qui sont venus aller répondre aux clients, notamment sur Facebook, sur Twitter, sur les différents canaux. Et ça a créé beaucoup de valeur, et surtout qu'on ne nous attendait pas là-dessus. C'est-à-dire que déjà, en fait, on a pu développer des affinités avec des clients qui nous connaissaient de très loin via leur entreprise, parce que là aussi, il y a une dimension aussi forte, ou des gens qui nous connaissaient vraiment très mal. Donc on a pu vraiment leur montrer que non seulement on avait une expertise, mais qu'on était à leur service, qu'on pouvait répondre à des problématiques directement là où ils étaient, donc sur les cartes d'audience où ils étaient, plutôt que d'essayer de les attirer. Et ça nous a permis après de creuser, de développer en plus notre espace client avec des services complémentaires. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que c'est vraiment une expérience qui démontre que finalement, il n'y a pas de... même avec finalement un secteur d'activité, une marque qui est peu connue et des secteurs d'activité qui est peu aspirationnel, on peut créer des relations, on peut créer de la fidélisation à partir du moment où on apporte de la valeur. Je pense que de plus en plus, on est dans une phase de transactionnel, on parle de data, de plein d'autres objets. Je pense que le client, de plus en plus, c'est lui qui va fixer le curseur de ce qu'il est prêt à donner entre ses données personnelles ou d'autres sujets pour avoir accès à un meilleur service ou à un tarif ou autre, mais je pense que c'est plutôt une question de service et d'expérience. Et ce transactionnel, en fait, entre la marque et finalement le client, il va être de plus en plus ouvert, ce qui n'est pas le cas actuellement. Maintenant, on n'est pas encore dans une relation franche en disant, est-ce que on n'est pas encore dans un client qui dit, bon, ben, moi je suis prêt à donner ma donnée, par exemple, c'est un sujet que j'avais étudié sur la partie assurance santé, tout le monde est encore très frileux parce qu'on dit, attention, les données de santé c'est très personnel, on ne peut pas faire des assurances santé qui soient basées sur les objets connectés ou autres. Je pense qu'en fait c'est un faux problème. À partir du moment où on fait tout dans les règles de la CNIL et qu'il y a un client consentant éclairé et qu'il a fait vraiment en ayant bien en tête ce que lui apportait justement cet échange, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et c'est juste qu'il faut justement créer et prendre en fait les clients pour des gens qui sont sur le même plan d'égalité et pas finalement sur des gens où finalement on n'avait pas besoin d'investissement. Je pense que tout est à créer à partir du moment où on a signé un contrat. Et c'est, je pense, la partie qui doit être développée et que moi j'ai découverte, qui ne doit pas être que digitale, parce qu'à un moment j'étais, justement grâce à mon passage chez l'annonceur, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le digital. Et qu'en fait j'étais dans mon microcosme, mais finalement vouloir pousser des parcours digitaux à certaines personnes, ça ne leur correspond pas, ils ont besoin d'autre chose. Donc finalement en fait c'est essayer de comprendre dans tous les touchpoints que je propose à un client, quel est le touchpoint qui va correspondre à tel client et surtout à quel moment de la journée. Donc ça c'est très complexe, je pense qu'il y a plein de sujets là-dessus. On va parler de gérer le curseur entre tel message poussé dans différents canaux. La gestion de la pression relationnelle, elle est super forte aussi, parce que là aussi on peut détruire la valeur si on met le curseur un peu trop fort. Je pense que c'est passionnant parce qu'il y a plein de choses à inventer, et surtout tous les nouveaux outils, et je pense pas mal au chat, ou tout maintenant, avec tout ce qui est en train de se faire sur Facebook Messenger. Enfin, en Chine, il y a des choses super intéressantes à voir à ce niveau-là, où il y avait un outil unique qui permet de tout développer. Je pense qu'on est vraiment encore au début et que le client va prendre plus en plus de pouvoir finalement par rapport aux marques. Les marques devront être de plus en plus imaginatives pour être présents sur tous les canaux au moment en fait, où finalement le client a besoin. Voilà. Merci à nos intervenants passionnés et passionnants. Je pense que l'assistance a ressenti tout de même cette envie et de partager. J'espère que cela a inspiré certains d'entre vous pour pourquoi pas adopter ce type de bonnes pratiques ou quelques idées à votre propre communication et votre approche de la relation vis-à-vis des étudiants, des prescripteurs, des professionnels, des partenaires. Bon, parlons peu, parlons bien. Donc, fin du premier rendez-vous d'inspiration. Nous en espérons de nombreux autres. Nous avons déjà prévu un prochain numéro sur l'année scolaire prochaine, parce que nous fonctionnons en année scolaire, en 2016-2017. Et bon, on vous réservera la surprise sur ces éléments-là. Donc, merci à tous. Et donc, un cocktail vous attend pour des échanges un peu plus informels. Merci.